Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, des commentaires ou des questions. Allez-y librement. Hein, Et par ailleurs, le fait que j'ai bavardé de mes trucs, je pense, ne devrait pas effacer le film, sachant que je trouve qu'un enjeu très important, c'est comment parler de ça, de tout ça. Alors peut-être une question un peu pratique. Au sein du collectif Cette France-là, enfin, je veux dire, sur quoi portent exactement les travaux là en ce moment? Est-ce qu'il y a de nouveaux opus qui sont en préparation? Est-ce que... Puisque la question c'était on est en train de... que fait-on à partir de là? Que fait-on maintenant? Donc, on ne sait pas, enfin, on est en train de chercher. Au sein du collectif. On est en train de chercher. Enfin, encore une fois, on s'était donné un petit peu de temps pour essayer de bien comprendre. Enfin, la difficulté, c'est est-ce que simplement on continue de faire la même chose, ce qui n'est pas très satisfaisant, parce que au fond, c'est pour dire c'est pareil. Du coup, nous-mêmes, ce qu'on raconte, c'est pareil. Et donc, voilà, mais en même temps, on ne peut pas dire, ah non, c'est différent. Donc, voilà. Une des stratégies qu'on envisage d'adopter, c'est de ne plus se centrer sur la question de la politique d'immigration, même si la question de la politique d'immigration était prise dans un contexte assez large dans les volumes antérieurs, puisqu'on parlait aussi d'économie, on parlait aussi d'Europe, etc. Enfin, quand même, le centre de gravité, c'était l'immigration. Il n'est pas sûr qu'on choisit... Enfin, entre autres, la question économique va sans doute jouer un rôle beaucoup plus important, même si je suis d'une incompétence crasse dans ce domaine, mais heureusement, d'autres non. Donc, c'est un des éléments. Il y a aussi une question que nous nous posons collectivement, mais qu'en particulier je me pose, qui est celle du ton qu'on peut adopter. Je trouve que c'est une grande difficulté de l'intervention politique, en tout cas dans le genre de travail qu'on fait, c'est sur quel ton on parle. Et une des postures, quand on est critique de ce monde et de cette politique, c'est l'indignation. Et qui me paraît tout à fait justifié. Le problème, c'est que c'est usant. C'est usant pour tout le monde. C'est-à-dire, être soi-même tout le temps indigné, on finit par... Enfin, en tout cas, je finis par m'ennuyer moi-même. Et, entre autres, je soupçonne que je risque d'ennuyer encore plus les autres. Encore plus. Donc, enfin, ça ne veut pas dire que je récuse l'indignation, mais il y a une question d'efficacité. Pour moi, on est dans un... Enfin, mon but, c'est pas simplement d'avoir raison. Mon but, c'est que ça change. Et on n'est pas là juste... enfin, avoir raison, finalement, n'est pas très intéressant. Si on est satisfait dans son coin d'avoir raison contre tout le monde, ça me paraît assez désespérant. Donc, il me semble que le but n'est pas d'avoir raison contre tout le monde, mais d'avoir raison avec tout le monde. C'est-à-dire, le but, ce serait que tout le monde se dise « Ah oui, ils ont vraiment raison, c'est vraiment formidable. Bah oui, pourquoi on ne voyait pas ça comme ça avant, etc. » Donc, comment on arrive à ce résultat? Et c'est là que la question de... non, enfin, ça prendra plusieurs semaines. Mais j'ai vu que tu allais me dire siècle. mais donc, enfin, la question du ton à adopter est vraiment un enjeu. Moi, je crois de plus en plus qu'en fait, il faut... Enfin, mais je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, mais je pense que de plus en plus, il faudrait traiter ça sur le mode de la comédie. En fait, moi, je serais... Enfin, pour imiter les émissions américaines comme Jon Stewart ou le Colbert Report, c'est-à-dire ces émissions qui, en fait... je ne sais pas si vous avez déjà vu ces émissions, mais c'est des émissions de commentaires politiques sur le mode ironique, avec Jon Stewart qui est la version de gauche, et Colbert qui est la version de droite, sauf qu'il est de gauche. Mais simplement, il joue un personnage de droite. Et la succession de ces deux émissions sur la chaîne de comédie aux États-Unis est d'une très grande efficacité politique, puisqu'elle contribue à beaucoup former politiquement la jeunesse. Puisque, au fond, cette politique qui peut avoir un côté désespérant, elle est reprise sur un mode d'ironie, de comédie, de burlesque, etc. Et pour ma part, enfin, malheureusement, en n'ayant pas toutes les dispositions comiques qui seraient nécessaires à la chose, j'ai l'impression... Mais vous voyez, donc il me manque et le comique et l'économique. Donc, ce sont deux handicaps assez lourds pour l'entreprise à venir, mais peut-être en faisant travailler des immigrés clandestins qui seraient comiques ou économiques, ce serait possible. Enfin, donc je pense en tout cas que la question du ton à adopter est vraiment un enjeu majeur. Et la question des formes, c'est pour ça que je suis très intéressé par
Cité Film, c'est que je trouve que on ne peut pas se contenter de se dire que les formes dont on dispose vont être efficaces pour que quoi que ce soit bouge. Parce que manifestement, on a tous collectivement déjà essayé et ça n'a pas beaucoup bougé. Donc on est bien obligé de se dire, on fait quoi? Et on fait quoi? C'est essayer de trouver des manières, des tons, des arguments, etc., qui n'ont pas encore circulé. Ça ne revient pas du tout à discréditer le travail des gens qui, dans différentes associations, dans différents collectifs, etc., ont proposé des critiques très argumentées, très sérieuses, etc. Donc il ne s'agit pas de dire, oui, tout ça c'est dépassé, c'est des vieilles lunes, je ne pense pas du tout. Simplement, et entre autres dans cette France-là, on s'en est servi, on a travaillé avec d'autres associations, etc. Donc il ne s'agit pas du tout de ça, mais simplement d'essayer de voir comment on peut trouver des formes d'expression qui permettent de faire qu'on entende un peu autrement. Et je pense que la dérision politique peut être une arme qui a une certaine efficacité, sachant que la dérision politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France est souvent insuffisamment politique, me semble-t-il. Vous parlez de la forme, moi il y a quelque chose qui me fait penser, même par rapport au film, par rapport à la forme, c'est le et après, parce que là le film aussi, il est intéressant dans le sens où il nous montre des photos assez différentes, des images assez différentes de ce qu'on a vu peut-être à la télé, de ce qu'on a entendu. Mais on a des mentalités de jungle, et après, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, moi j'ai un petit problème aujourd'hui avec l'actualité. Vous me parliez de réintroduire la chose dans l'histoire. C'est qu'on nous parle de choses, actuellement c'est ArcelorMittal, une autre fois ça sera autre chose, bon voilà. On ne sait jamais la conclusion, enfin on la connaît très peu, la conclusion de l'histoire et comment elle s'inscrit dans la continuité. C'est une fenêtre très partielle. Et moi je trouve que ça pose question. Enfin, moi c'est peut-être là-dessus, ça fait partie de la forme aussi. Hein. Bien sûr. Ça peut être sous un ton humoristique, mais donner de la longueur et de l'ampleur, parce que les mécanismes ils s'inscrivent dans la durée, enfin, vous l'avez très bien dit. En gros, la question serait, la junte de Calais, enfin moi j'ai un semblant de réponse dans ma tête, mais ça n'a aucun intérêt de la dire, mais la junte de Calais, elle a été détruite. Ça change quoi et ça a changé quoi? À part pour les personnes, bien sûr, pour qui on y est allé manu militari. Hein. Les Roms, c'est la même, enfin pour moi c'est la même problématique. Hein. On fait un coup de bluff, on démantèle tout ça, tout ce monde de l'autre, enfin retour chez lui, pas aussi sûr que ce soit une bonne chose. Est-ce qu'ils ne sont pas légitimes aussi à être ici? Enfin, ils sont un peu sur un territoire européen quand même aussi, sans oublier de le dire pour l'Europe. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça change dans la vie générale de la société? Ça, c'est peut-être un moyen de montrer que finalement, comme ça ne change pas grand-chose, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas de problème en fait. C'est pas si mal. Il y avait eu une... Pour la personne individuelle. Au moment où avait été lancée l'idée d'une journée sans immigrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, 4 ans. Ça vient des États-Unis. Voilà. Il y avait eu en France cette idée qui avait été appropriée, et donc un certain nombre de gens déjà intéressés par ces questions avaient été sollicités, dont moi-même, mais beaucoup d'autres aussi, bien sûr. Et en fait, le problème pour un certain nombre de journalistes, c'est de se dire, bon, finalement, est-ce que la société va s'arrêter ce jour-là, ou etc. Et évidemment, c'est très dangereux, parce que du coup, si on dit la société va s'arrêter et qu'il ne se passe rien, tout le monde dit, vous voyez bien. Bon. Donc en fait, la réponse à laquelle j'étais arrivé, c'est que dans tous les cas, c'est bien. C'est-à-dire, soit on s'aperçoit que vraiment, il y a des tas de choses qui ne marchent pas, parce que vraiment, regardez, où est ma nounou, où est le balayeur, ou je ne sais pas quoi, etc. Bon. Rien ne va plus, c'est sale dans les rues, etc. Bon, ce genre de trucs-là. Donc dans ce cas-là, ça prouve que vraiment, on a besoin des immigrés. Soit on s'aperçoit de rien, ce qui à mon avis est le plus probable, vu la manière dont se passent les choses, on s'aperçoit de rien. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. Donc il me semblait que dans tous les cas, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, soit on avait besoin des immigrés, et donc c'était un problème s'il n'y avait plus d'immigrés, soit de toute façon qu'ils soient là ou pas, ça ne change rien, donc il n'y avait pas de problème. Donc il me semblait que c'était une stratégie pour essayer d'avoir une réponse dans les deux cas. Et je pense que c'est un peu la même chose pour la jungle, puisque au fond, ce qu'on a bien vu, c'est que ça ne changeait rien. Ça déplace les choses, etc. Bon, ça ne change rien. Donc en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, soit ça change quelque chose et c'est terrible, soit ça ne change rien, mais alors c'est terrible de faire quelque chose pour rien. Et je pense qu'on ne doit pas accepter l'alternative là-dessus, c'est-à-dire les deux termes donnent la même réponse.
J'ajouterais que pour ce qui se passe pour les Roms, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un élément nouveau. C'est-à-dire, c'est pas que ça ne change rien, au-delà du fait que ça détruit la vie d'un certain nombre de gens. Bon. Mais c'est aussi, je pense de plus en plus que ce qui est en train de se passer sur les Roms, c'est une stratégie politique relativement nouvelle. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et cette stratégie politique, elle repose sur le fait, comme vous l'avez rappelé, que les Roms, le problème, c'est qu'ils sont européens. Et qu'ils vont l'être encore plus très bientôt. On a déjà dû les faire entrer dans l'Europe. Voilà. Derrière, ça va être ça. Mais le problème, c'est qu'ils le sont. Bon. Donc ils le sont, donc le problème, c'est que quand on les expulse, ils reviennent, etc. Donc ça, c'est finalement, on s'est aperçu, parce que nos dirigeants sont assez lucides malgré tout, que c'était d'une efficacité discutable. Et que c'était un peu ridicule, ces gens qui sortaient, qui rentraient pour Noël, avec la petite prime de départ pour acheter des cadeaux, et puis qui revenaient, etc. Bon, c'était pas terrible. Donc en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et surtout à mesure qu'on se rapproche du moment où ils vont être européens à part entière, c'est-à-dire où ça deviendra encore plus compliqué, puisque là on est dans une phase transitoire qu'on a reconduite à plusieurs reprises, mais quand ils vont devenir européens à part entière, comment on fait? Puisque bien entendu, il n'y a pas de race en Europe, donc il n'y a pas de politique raciste, donc on n'est pas censé simplement ficher les Roms pour les mettre dehors. C'est un des problèmes depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut plus faire ça. Bon. Qu'à cela ne tienne, et là il me semble qu'il y a la recréation d'une politique qui a été développée aux États-Unis sous le nom de self-deportation, c'est-à-dire l'auto-expulsion. Alors l'auto-expulsion, c'est quoi? C'est le fait que si on rend la vie impossible aux gens, eh ben, ils ne viendront plus. Donc le harcèlement policier, bureaucratique et politique, ce harcèlement, il me semble qu'il a une certaine rationalité. C'est-à-dire que la fonction, c'est pas de dire qu'on a les moyens légaux de vous expulser, au contraire, c'est de dire qu'on n'a pas vraiment les moyens légaux de vous expulser. Donc, comment on va faire pour vous expulser? Ben, on va vous demander de le faire vous-même. Donc je ne traduis pas deportation par déportation, puisque ça n'a pas la même résonance en français et en anglais. En particulier, la connotation Deuxième Guerre mondiale, pour le dire explicitement, n'est pas dans le... Enfin, on ne l'entend pas de la même manière en anglais qu'en français. Donc c'est pour ça que je propose de traduire par auto-expulsion. Mais l'idée que c'était au programme de Romney, il me semble que c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, moi, que j'ai envie de tester dans le contexte français, c'est-à-dire pourquoi Manuel Valls applique-t-il la politique de Romney? Parce qu'il y a, de ce point de vue-là, la vie politique comparée entre la France et les États-Unis, jusqu'à maintenant, c'était que si vous faisiez voter les Français dans l'élection américaine, les démocrates étaient élus à 85%. Parce que seuls les électeurs du Front National votaient pour les républicains. Il y a des sondages régulièrement depuis des années pour montrer ça, etc. Ce qui correspond à la réalité du spectre politique, c'est pas mal à droite en France. Eh bien, c'est encore plus à droite aux États-Unis. Bon. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, si la gauche commence à reprendre des logiques politiques qui sont celles de la droite républicaine américaine, là, il y a un vrai progrès. Donc, enfin, pour ma part, en tout cas, je pense que c'est une innovation relative dont les Roms sont l'objet, parce qu'ils sont dans une condition particulière. Ce n'est pas des immigrés comme les autres, parce que, comme vous l'avez rappelé, ils sont européens et ils vont bientôt l'être entièrement. Donc on ne peut pas les gérer de la même manière, donc on est obligé d'avoir une politique explicitement raciste. En fait, ce que ça fait ressortir, c'est que les politiques xénophobes ont toujours pu s'autoriser du fait qu'elles n'étaient pas racistes, puisqu'elles étaient fondées sur le critère de la nationalité. Et c'est ce qui se passe dans les discussions aussi sur le droit de vote des étrangers, etc. Puisqu'évidemment, on dit oui, mais bien sûr, le droit de vote est déjà accordé aux étrangers communautaires, c'est-à-dire européens, mais ça c'est différent parce qu'ils sont européens. Le problème, c'est les Roms. Les Roms obligent à expliciter le fait que, ouais, ils sont européens, mais on n'en veut pas quand même. Et on n'en veut pas, pourquoi? Ça peu importe, mais en tout cas, il va falloir le justifier. Donc, quoi qu'on fasse, ce sera une politique explicitement raciste. Qui ne dira pas on est raciste, bien sûr, qui ne dira pas il y a une race des Roms, etc. Mais c'est bien ça qui s'est joué en 2010, au moment où l'Europe a envisagé brièvement de s'indigner devant la politique française, mais c'est ça qui se joue aujourd'hui de manière encore plus explicite. Mais il me semble que ça s'est traduit par une politique qui est une politique de harcèlement systématique et dont on, pour le coup, après l'été Rome, où on a beaucoup parlé des Roms, on n'en parle pas beaucoup. Or, ce harcèlement, ça se manifeste par exemple par le fait que dans l'Essonne, du côté d'Evry, on donne des amendes très importantes
au vélo des Roms, par exemple. Vous voyez, des amendes de 200 € par exemple. Donc voilà, on applique une politique de harcèlement policier, administratif, etc. Aux États-Unis, on avait développé ça, entre autres, avec le fait, par exemple en Californie, il y a déjà un certain temps, de priver les immigrés de certaines ressources, c'est-à-dire en particulier de l'accès à la médecine, à l'école, etc. Donc on voit bien, on a là tout un programme qui, à mon avis, pourrait être développé dans les années à venir. Donc on pourrait, par exemple, si vous voulez, dans une version comique de la critique de tout ça, faire des propositions sur comment mieux harceler les Roms. Parce qu'on sent qu'il y a un peu un manque d'inventivité, et je crois qu'il faut aider nos dirigeants. Simplement, quand on n'a pas beaucoup de force, on est obligé de se dire on va trouver d'autres stratégies. Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de force mobilisable en France, mais en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup. Donc la question des mots, après tout, c'est la seule chose dont je dispose, comme me semble-t-il, qui dispose principalement des images, etc. Enfin bon, on fait avec ce qu'on sait faire et avec ce qu'on a. Mais la question du ton, je pense que on peut espérer qu'il y ait des choses que les dirigeants aient du mal à voir en face. Par exemple, moi j'avais essayé d'écrire un texte en espérant qu'il pourrait être lu, un petit texte à la fin de l'été sur la xénophobie normale. En écho au slogan présidentiel, la xénophobie normale, c'est-à-dire le fait qu'à partir, enfin, au fond, avant, avec Nicolas Sarkozy, on avait une hyper-xénophobie, si on veut, qui allait avec une hyper-présidence. Maintenant, on a une xénophobie normale. Et en fait, comment ça marche? Eh bien, c'est précisément fondé sur le fait qu'à partir du moment où on s'aperçoit que même un type normal et raisonnable fait la même politique qu'un type dont chacun s'accorde à dire qu'il était un peu agité, eh bien, ça veut dire que c'est pas parce que le type était agité, c'est pas parce que le type est normal, c'est parce que c'est normal. Et si la droite et la gauche font à peu près la même chose, ça veut dire que c'est pas un enjeu politique. Ça veut dire que c'est juste comme ça, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc il me semble que nommer les choses, enfin, j'ai l'espoir que nommer les choses puisse de temps en temps servir. Un peu. Au moins à être déplaisant. Parce qu'il serait mieux que, au moins, ce soit moins confortable de faire ces politiques. Donc par exemple, j'avais proposé dans cet esprit-là il y a quelques années, et j'ai pas, enfin, on l'a fait un petit peu dans le cadre de cette France-là, mais j'ai pas eu l'énergie et le temps de le faire, mais par exemple de créer, j'avais proposé la création d'un fichier, puisque je trouve qu'il y a vraiment un manque criant de fichiers en France, et qui était un fichier des bureaucrates responsables de l'immigration clandestine et des expulsions. Et cet acronyme, c'est BRICE, c'est le fichier BRICE. Et donc, je pense que des initiatives comme celle-là pourraient être des initiatives citoyennes où chacun contribuerait des informations sur un site. Alors, je ne connais pas bien parce que ce sont des technologies quasiment du 21e siècle, genre Wiki et tout ça. Mais l'idée que chacun puisse contribuer à ces petites enquêtes sur les bureaucraties et les politiques me paraîtrait utile, y compris parce que après ces gens rentrent chez eux. Et des fois ils ont des gosses et tout ça, enfin vous voyez l'ambiance. Et donc il me semble que ça c'est un enjeu important, et la preuve c'est que les préfets ont systématiquement poursuivi toute personne qui comparait leur action à Vichy. Ça prouve bien, et ils l'ont dit qu'ils le feraient systématiquement, etc. Donc ça prouve bien que manifestement, ils n'avaient pas envie qu'on fasse cette comparaison. Ça me paraît une démonstration forte. Donc ça veut bien dire que c'était intéressant de le faire, que ça posait des questions intéressantes, qu'il y a des moyens de faire que des gens se sentent mal à l'aise. Donc je crois qu'on peut peut-être essayer de travailler à ce que les gens qui pratiquent une xénophobie normale soient un peu, enfin, dorment moins bien. Est-ce que vous ne pensez pas que sur la question de la xénophobie en France, spécifiquement, il manque justement en France une ultra-droite, ouvertement xénophobe, ouvertement
homophobe, antisémite, qui n'a plus le droit d'exister puisqu'elle est anti-parlementaire, qui a existé, au moins par les idées, qui aujourd'hui n'est plus du tout représentée médiatiquement, et que finalement il n'y a plus de pôle identifiable ouvertement xénophobe. Et donc finalement plus de repoussoir, et finalement il n'y a plus de jauge de xénophobie, puisque le Front National est quand même très light comparé à ce que peut être l'ultra-droite. En Grèce, par exemple. En Grèce, voilà, ou voilà, même des gens, même en France, comme Alain Soral, qui sont ouvertement homophobes, ils n'ont plus le droit de citer. Juridiquement, judiciairement, ils n'ont plus le droit de citer. Ou des gens comme Dieudonné, qui sont voilà, ouvertement antisémites, qui n'ont plus le droit, qui n'ont plus accès, même dans les tribunaux, sur leurs idées, de les exprimer. Et une deuxième chose aussi, est-ce que tous ces débats-là ne sont pas en général parasités par la Seconde Guerre mondiale et par ce qui s'est passé en France, ou ce qui ne s'est pas passé en France d'ailleurs, parce que c'était finalement beaucoup moins terrible que ce qui s'est passé dans d'autres pays, et qu'il y a une espèce de mythe qui s'est établi autour de la Seconde Guerre mondiale, et que dès qu'on a parlé des rangs, on a parlé des rafles, et tout de suite on a parlé de la Shoah, ça prend tout de suite une dimension historique. Sur le premier point, moi je trouve qu'on y travaille quand même, à ce retour d'une droite explicitement xénophobe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai progrès là-dessus. Si on considère par exemple les élections qui viennent d'avoir lieu à l'UMP, un des éléments intéressants, c'est que par exemple Jean-François Copé a repris littéralement une phrase de Marine Le Pen, en supprimant juste le mot homosexuel de la phrase, je crois, qui était dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, juif, français ou blanc. Donc c'est une phrase de Marine Le Pen, il avait gardé, il ne fait pas bon être, il a gardé à peu près la liste, il a juste oublié les homosexuels, parce que quand même... mais c'est intéressant. Mais dans cette même élection, comme vous le savez, la motion qui est arrivée en tête, la motion de la droite forte, elle a dans son programme quand même l'idée qu'il y aurait une charte spécifique pour les musulmans, et elle propose d'inscrire dans la Constitution française le fait que la France est un pays laïque de tradition chrétienne, ce qui montre bien la cohérence française. Mais donc il me semble que vous avez raison, ils ne disent pas les noirs sentent mauvais. Mais je pense qu'en même temps, le langage est assez bien compris. C'est-à-dire que, en fait, j'entends ce que vous voulez dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en un sens, ce qui est très frappant, c'est le durcissement du discours xénophobe. Ça n'est pas l'absence du discours xénophobe. Moi, je suis frappé de ce qu'on a décrit pendant le débat sur l'identité nationale par la libération de la parole homophobe, de la parole xénophobe. La parole homophobe, c'est en ce moment. Mais la parole xénophobe pendant le débat sur l'identité nationale. Donc je trouve qu'il y a, de ce point de vue-là, j'entends ce que vous voulez dire, mais en un sens, moi j'ai plutôt l'impression que plus on permet, plus on en entend. Et non pas moins on permet, plus on en entend. Parce qu'après tout, le Front National était bas à un moment où on n'entendait pas beaucoup de propos xénophobes relativement, ou légitimes. En tout cas, on les entendait éventuellement dans les rues, etc., mais pas au sommet de l'État. Donc il me semble que plus on en entend, plus on en entend. Et sur le deuxième point, mais ça se discute, hein, bien sûr. Hein, disons que je ne suis pas sûr que, par exemple, en Grèce, la montée en puissance de Aube Dorée, c'est-à-dire de gens qui sont vraiment classiquement fascistes, qui vont prendre des barres de fer, etc., je ne suis pas sûr que ça fasse baisser la xénophobie. Donc je ne suis pas sûr que l'émergence d'une Aube Dorée française nous libérerait des versions light. Peut-être que si, mais je me représente mal par quel mécanisme. J'ai plutôt l'impression, plus il y en a, plus il y en a. Et sur le deuxième point, sur la référence à la Deuxième Guerre mondiale, je me suis intéressé précisément dans un livre que j'ai publié en même temps qu'on publiait les livres de cette France-là, dans Démocratie précaire, à cette question-là, et en particulier parce que j'avais été très frappé, et j'avais écrit un texte que je republie et sur lequel je reviens, qui s'appelait Le nouveau syndrome de Vichy, qui prenait pour point de départ le fait que Brice Hortefeux, au moment où pendant 6 mois la France présidait l'Europe, avait organisé un sommet européen sur l'immigration et l'intégration à Vichy. Ce qui était un choix intéressant. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que quand les gens disaient « ça me rappelle Vichy », on disait « mais c'est scandaleux ».
Comment osez-vous? Vraiment, sous prétexte que ça se passe à Vichy, ça vous rappelle Vichy? Et donc, il me semblait que... Et quand je dis les gens, c'était pas seulement les politiques, mais c'était dans certains cas les journalistes, etc. Bon. Et entre autres, il y a... Enfin, j'essaie de décrire un moment où s'est développé un argument autour du point Godwin. Vous savez, le point Godwin, c'est le point, d'après une loi inventée par un type qui s'appelle Godwin, une loi humoristique qui dit que si une discussion dure suffisamment longtemps sur Internet, à la fin, il y a une référence à Hitler ou à la Shoah, ou etc. Et c'est la réductio ad Hitlerum, donc qui serait le problème de toutes ces discussions. Donc, en gros, c'est l'absurdité. C'est-à-dire, on parle de n'importe quoi et à la fin, on finit par parler d'Hitler. Ce point Godwin, il a été retraduit récemment en français, en France, en parlant de distribuer des points Godwin. Il y avait un article de Libération qui distribuait des points Godwin pour tous les gens qui faisaient des comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on mettait dans le même sac ceux qui comparaient avec la Deuxième Guerre mondiale ou avec les années 30 de manière, disons, plutôt farfelue, comme par exemple Nicolas Sarkozy, lorsqu'il trouvait que la possibilité qu'il y ait des dénonciations concernant les impôts, ça rappelait la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ou bien quand Carla Bruni avait également, à propos d'un SMS qui avait été rapporté dans le Nouvel Obs, etc., il disait que ça rappelait des heures sombres de notre histoire, etc. Donc ça, on peut dire que c'est un peu quand même n'importe quoi, parce que bon, voilà. Et donc, mais en revanche, quand on dit, comme par exemple la commissaire européenne Viviane Reding, que le traitement infligé aux Roms en France en 2010, c'était quelque chose qu'on avait pensé ne plus revoir après la Deuxième Guerre mondiale, elle ne dit pas « on les emmène à Auschwitz ». Elle dit simplement « la leçon de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on ne doit pas traiter racialement une population quelle qu'elle soit ». Et bien là, quand on lui attribue un point Godwin, vous voyez, ça n'est plus atteindre le point Godwin, c'est-à-dire à force de discuter, on finit par dire n'importe quoi et par sortir Hitler pour dire n'importe quoi. Là, il me semble que ça veut dire que dès que vous allez dire il y a des leçons de l'histoire, et on n'a pas intérêt à répéter certaines choses, on va vous dire ah ah, réduction ad Hitlerum. Donc il me semble qu'il y a une dérive là-dessus et qui avait été incarnée de manière exemplaire par... son prénom m'échappe à l'instant, Klarsfeld le fils, Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld qui est quand même une figure dont malheureusement on n'entend plus beaucoup parler depuis quelque temps, mais j'espère qu'il va faire un retour. Arnaud Klarsfeld qui, vous vous en souvenez peut-être, avait été nommé en charge de l'office d'immigration à la fin du régime sarkozien. Et pourquoi? Très clairement, entre autres parce qu'il était le fils de Serge Klarsfeld et de Beate Klarsfeld, c'est-à-dire parce qu'il était en partie, il incarnait une forme de légitimité historique liée à la mémoire de la Shoah et à la lutte contre les nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, effectivement, toute comparaison entre la politique d'immigration et des souvenirs de la guerre devenait indécente, produite devant quelqu'un qui, par son nom même, était porteur de cette histoire. Mais du coup, c'est lui qui en parlait. J'avais été très frappé dans ses attaques contre les Roms, du fait qu'il disait que, bon, quand même, ces gens-là exagèrent, parce qu'ils vivent à 8 dans une pièce, ils font plein d'enfants, quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas autant d'enfants, etc. Donc quelques remarques d'un solide bon sens. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est que Arnaud Klarsfeld avait lui-même invoqué Auschwitz, mais sur le mode négatif. Pour dire, oh, quand même, on ne les emmène pas à Auschwitz, hein. Ce qui a aussi montré une sorte de légèreté plaisante. Et ça me paraissait très révélateur. C'est-à-dire, pourquoi éprouvait-il le besoin de dire que ce n'est pas Auschwitz? Parce qu'effectivement, je pense que tout le monde est bien d'accord. Nous ne sommes pas dans une logique d'extermination. Mais est-ce que ça veut dire que tant qu'on n'est pas dans une logique d'extermination, il n'y a pas de problème? Et il me semble que c'est ça que ça suggère. Ça suggère que, attendez, quand on en sera à Auschwitz, d'accord, on pourra commencer à causer. Là, on pourra se dire, il y a un vrai problème démocratique. Mais est-ce que la démocratie, c'est tout jusqu'à Auschwitz? Ou bien est-ce qu'on peut se dire que, et moi c'est plutôt ce que je propose, l'idée que cette précarisation de la démocratie, elle a déjà commencé. Qu'il n'y a pas besoin d'être à Auschwitz pour se dire que la démocratie ne va pas très bien. Qu'effectivement, à Auschwitz, ça ne va pas bien du tout, la démocratie. Enfin, si on attend ce moment-là, il sera un peu tard.
Donc je pense que le problème de la référence à la Deuxième Guerre mondiale, à mes yeux, n'est pas tant le fait qu'il y ait des comparaisons abusives, parce que, après tout, personne ne va dire que c'est la même chose, mais on peut se dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a des leçons à tirer historiquement? Est-ce qu'avant les années 40, il y a eu les années 30, par exemple? Et est-ce qu'on serait dans les années 30 aujourd'hui? Ce qui ne veut pas dire qu'on sera demain dans les années 40, mais est-ce qu'on est dans les années 30? Je pense que personne ne dirait qu'on est dans les années 40. C'est-à-dire personne ne dirait sérieusement qu'on est dans des logiques d'extermination, etc. Mais est-ce qu'on est dans la constitution, par exemple, en France et en Europe, d'une question musulmane comparable à la question juive dans les années 30? Ça se discute, tout n'est pas exactement pareil, mais enfin, quand même, comme toute comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire, on ne compare jamais des choses identiques. On compare toujours des choses différentes. Donc on compare deux périodes différentes. Et est-ce que c'est éclairant ou pas? C'est un choix qui, à mon sens, n'est pas seulement historique ou sociologique, c'est un choix politique, de savoir si cette comparaison, on la trouve éclairante ou pas. On ne va pas trancher ça selon un principe de raison, de savoir, de compétence. On va se dire, je trouve ça éclairant, ou bien on va dire, non, moi, je ne trouve pas trop. Mais donc, il me semble que le problème n'est pas qu'on compare trop, mais le problème, c'est qu'on invoque la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui pour dire il serait scandaleux de faire la comparaison. Autrement dit, il n'y a pas de leçon de l'histoire. Et c'était ça, pour moi, le syndrome de Vichy. Ce que disait de manière éclatante Brice Hortefeux pour justifier son choix de Vichy. C'est un choix, disait-il, je le défends à mort. Donc ce choix qu'il défendait à mort, il me semble qu'il était intéressant parce qu'il visait précisément à rendre illégitime toute réflexion sur l'histoire. Et quand il disait, autre formule qu'il avait utilisée à cette occasion, il y en a ras-le-bol de cette histoire du passé, à propos de Vichy, il y en a ras-le-bol de cette histoire du passé, c'est pas cette histoire de passé, c'est cette histoire du passé. Autrement dit, il ne faut pas faire l'histoire du passé. Autrement dit, il ne faut pas faire l'histoire du passé qui pourrait nous aider à penser le présent. C'est ça, me semble-t-il, qu'il dit. Et je crois que donc l'enjeu n'est pas de dire tout est pareil, ou il ne s'agit pas de crier à Hitler, mais à l'inverse, moi, ce qui me frappe, c'est que ça sert surtout à dire, quand même, il ne faut pas exagérer, autrement dit, c'était vraiment pas bien avant, et maintenant, bon, c'est pas parfait, mais enfin, quand même, on était en démocratie. Et il me semble que l'utilisation de la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale sert surtout à dire, on est en démocratie. Et il me semble que c'est une vision complaisante de la démocratie, où on ne veut pas s'interroger sur le fait que la démocratie n'est pas un acquis, mais c'est un enjeu. Et j'ai le sentiment que nous vivons dans une société aujourd'hui où on a intérêt à dire que c'est un enjeu parce que sinon la démocratie recule. Donc, enfin, voilà. Une dernière question, une réaction peut-être? Oui, je vous en prie. Je vous en prie. En fait, je ne sais pas si c'est une question vraiment pertinente parce que le film et votre discours sont surtout concentrés sur les soi-disant problèmes des impliqués. Et juste en tant qu'étranger en France, j'ai souvent l'impression qu'il y a des racistes, mais il n'y a pas de race. Dans la comparaison avec la situation aux États-Unis, quand même au moins aux États-Unis, il y avait vraiment un fort mouvement qui est basé sur leur origine ethnique et le mouvement des Noirs ou bien ce genre de choses. Mais ici, vraiment, des discours un peu xénophobie et des racistes, un peu des partis de droite, ça présente vraiment beaucoup. Mais il n'y a pas des mouvements vraiment de ces races, parce qu'il n'y a pas de race. C'est quand même, pour moi, c'est très bizarre, ça donne l'impression très bizarre parce que ça donne l'impression en même temps régler le problème, mais aussi ce problème, ça présente toujours. Donc j'aimerais bien savoir et juste ne pas utiliser le mot race et le ethnique, origine ethnique, ça, je ne sais pas si c'est vraiment, ça aide vraiment de montrer vraiment le problème dans le propos divers. C'est très important pour avoir une prise sur la réalité et qu'on en a eu l'illustration en
2007, avec des controverses très importantes en France autour de la question dite des statistiques raciales, ou bien ethno-raciales, ou bien de la diversité, enfin peu importe. Mais je dis statistiques raciales pour résumer, pour qu'on voit de quoi on parle. Beaucoup de gens, en particulier dans le monde savant et intellectuel, étaient extrêmement hostiles à l'idée qu'on puisse avoir des statistiques raciales, en considérant que c'était, au fond, faire le jeu du racisme, pour résumer. Ce n'est pas mon point de vue, j'étais critique de cette position, parce que, précisément, il me semble qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens s'approprient des catégories raciales, non pas à des fins racistes, mais à des fins antiracistes. Par exemple, il y a un mouvement noir qui a émergé en France en 2005, et qui se nomme Noir, ce qui est relativement nouveau, relativement. Donc, il me semble que la question, c'est qu'aujourd'hui, enfin, ça renvoie un petit peu aussi à la première question que vous souleviez, est-ce qu'il y a des partis explicitement racistes, en gros, qui vont dire « j'aime pas les Noirs » ou « j'aime pas les Arabes » ou etc. Non. Tout le monde est très policé en apparence. En même temps, tout le monde comprend très bien. Donc en fait, il n'y a pas seulement ce que vous dites, le fait qu'il y a du racisme, mais il y a du racisme qui ne se donne jamais comme du racisme. Jamais. Ou presque. Enfin, dans la rue un peu, mais en tout cas pas chez les politiques. Jamais explicitement. Mais en même temps, tout le monde comprend très bien. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le discours raciste ne parle pas de race. Par exemple, on va parler des musulmans. Et si vous dites c'est du racisme, ben non, c'est une religion. C'est pas une race. Et d'ailleurs, les races, ça n'existe pas. Donc ça ne peut pas être du racisme. Comme si le racisme n'existait qu'avec des vraies races. Ce qui serait quand même un paradoxe. Donc il me semble qu'au moment même où le racisme en France ne se dit quasiment jamais dans le langage de la race, c'est l'antiracisme qui commence à se dire dans le langage de la race. Du coup, le fait de refuser d'utiliser le mot race ou racialisation ou racial ou enfin toutes les déclinaisons possibles, c'est une manière de dire on ne parle pas de tout ça. Ce qui est aussi, à mes yeux, une manière d'occulter une position qui est non dite dans la société française, parce que quand on parle des races, en fait, bien sûr, personne ne parle de race et tout ça, mais enfin, on sait quand même bien qu'il y a des Noirs et des Arabes. Ça, je pense qu'en fait, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, ça fait partie des catégories qui organisent aujourd'hui les représentations de tout le monde, encore une fois, qu'elles soient explicitées ou non. Ce qu'il est beaucoup plus difficile de dire, c'est qu'il y a des Blancs. Je pense que c'est ça qui pose problème, c'est pour cette raison qu'il y a eu une telle indignation à l'idée qu'il puisse y avoir des catégories raciales dans notre société. C'est pas parce qu'on se mettrait à dire il y a des Noirs et des Arabes, puisqu'on le sait déjà bien. Mais c'est que ça voudrait dire qu'il y a des Blancs. Et le problème, si on commence à dire qu'il y a des Blancs, c'est que ça voudra dire que même parmi les gens sympas, c'est-à-dire nous, en fait, cette question de relation de pouvoir et de domination, elle se pose. Par exemple, dans le monde universitaire, les gens qui parlent de race, j'en fais partie, sont presque tous blancs. J'en fais partie, hein, donc je ne suis pas en train de dénoncer les autres. C'est un problème structurel. Donc je n'ai aucune mauvaise conscience personnelle sur ce sujet, mais je pense que c'est un problème collectif. Et je crois qu'on a intérêt à poser ces questions-là, mais qu'il est très difficile de les poser parce que, précisément, ceux qui ont la parole et qui sont presque unanimement blancs en France, et encore une fois j'en fais partie, souvent sont réticents à l'idée qu'au lieu d'être par exemple des intellectuels, ils puissent jamais être représentés comme des intellectuels blancs. On sait qu'il existe des intellectuels noirs, on ne sait pas qu'il existe des intellectuels blancs. De même qu'il existe des intellectuels homosexuels, il n'y a pas d'intellectuels hétérosexuels. Les intellectuels et les intellectuels homosexuels. C'est pareil sur les questions raciales. C'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour toutes les catégories minoritaires. Donc il me semble que la difficulté, c'est d'être nommé en tant que tel, du point de vue majoritaire. Donc je crois que c'est ça la bataille autour des questions raciales aujourd'hui, c'est que si tout cela n'est pas nommé, c'est parce qu'il y a de ce point de vue, non seulement les racistes, mais il y a aussi les antiracistes qui n'ont pas envie d'être nommés en tant que blancs, c'est-à-dire en tant qu'ils sont pris dans un système de pouvoir qui dépasse leurs bonnes intentions.
Et encore une fois, je ne suis pas en train de parler des autres, mais aussi de moi-même, bien sûr, dans cette logique. Parce qu'il n'est pas très sympa d'avoir à s'identifier comme blanc. Pas top. Bien. Écoute, je tiens très sincèrement à te remercier d'avoir accepté et répondu favorablement à notre invitation. J'espère que ça, encore une fois, que ça résonne avec le film, parce que je redis, moi, combien je trouve qu'il est important de trouver des images qui permettent de voir les choses. Or, à force de les voir, on ne les voit plus beaucoup. Alors, donc le film est encore en exploitation à l'Espace Saint-Michel, donc on va faire de nouveau des rencontres. Donc il y aura des cinéastes qui vont venir, dont notamment un jeune cinéaste que je défends beaucoup, je trouve qu'il fait des courts-métrages vraiment très intéressants, qui s'appelle Soufiane Adel, que je te présenterai d'ailleurs. En réserve peut-être, enfin c'est quelque chose qui est en train de se définir, un cinéaste américain que j'aime beaucoup aussi. Je ne peux pas en dire plus. Le 18, il y aura Jacques Rancière. C'est encore mieux. Voilà. Mais d'ici quelques jours, ça va se décider, puisque c'est des choses qui se construisent, qui sont en construction. Jacques Rancière viendra le 18, donc on poursuivra un dialogue qu'on avait entamé en 2009 déjà, donc ça fait un certain nombre d'années. Il était venu aussi comme toi l'année dernière, donc il reviendra le 18, et puis peut-être encore d'autres personnes. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Et puis merci de votre patience. Alors.